Je vais aborder cette thématique que j'ai intitulée de façon gentiment provocatrice, En marche du rang A, quel espace pour la recherche. Alors, au commencement étaient les indicateurs. Donc les indicateurs, ils sont en gros au service de la répartition des fonds destinés à la recherche, donc la subvention de la recherche. Ensuite, le classement des institutions, qui peut être un classement national ou international. Et enfin, l'avancement des chercheurs. Bon, tout ceci s'inscrit dans le cadre de systèmes d'évaluation locale de la recherche, des systèmes 3 volets, qui sont 3 volets concaténés, qui associent premièrement la gestion budgétaire et comptable des unités de recherche, deuxièmement l'avancement des personnels des laboratoires, qui se décomposent en enseignants-chercheurs, personnel ingénieurs, techniciens et administratifs, et en troisième lieu les doctorants. Et le troisième volet, qui est un peu je ne dirais pas le nerf de la guerre, mais qui est extrêmement important, qui est celui des publications. Donc ces 3 volets, on les revoit à travers le système Graal, par exemple, dans la sphère universitaire, le système SIGAPS dans les centres de recherche biomédicale, et puis les grands EPST en leur propre système de gestion locale en parallèle. Donc les indicateurs au service de ces 3 destinations. Donc, les bailleurs de fonds institutionnels ont besoin, pour évaluer la production des unités qu'elles subventionnent, d'évaluer leur performance, c'est-à-dire le delta qui existe entre le résultat attendu lors de la rédaction d'un contrat, maintenant quinquennal, et puis les subventions avancées pour ce faire. Eh bien, ont besoin d'examiner la quantité de travail fournie à partir d'éléments visibles ou de ce que l'ARS appelle aujourd'hui les faits observables. Et parmi les faits observables, le premier qui s'impose, c'est celui de ce qui est rendu public, c'est-à-dire la publication. Et pour avoir la possibilité de mesurer quantitativement, très rapidement et très simplement surtout l'aura des publications et donc du travail rendu, eh bien, on utilise la citation avec donc la dérive appliquée au système d'Eugene Garfield conçu en 1960, qui a donné le Science Citation Index et qui était prévu à l'origine pour la gestion des périodiques de la part des documentalistes dans les institutions de recherche et qui donc maintenant est utilisé depuis une quinzaine d'années pour évaluer cette recherche. Et donc l'article de périodique est un support idéal. Pourquoi ? Parce qu'un article fait 15 à 20 pages, qu'il suit dans la mesure où il y a cette périodicité du support, il suit bien l'évolution rapide de la technologie, il est immatriculé avec un ISSN et de ce fait l'article de périodique s'inscrit très facilement dans des matrices d'évaluation statistique qui peuvent être associées donc à des nombres de citations. C'est la raison pour laquelle l'article de périodique prévaut à la différence du livre, le livre qui est une unité, un électron libre qui est difficilement identifiable et qui va beaucoup plus servir bien sûr aux sciences humaines en particulier. C'est pour ça que les sciences humaines sont en général exclues du fait en plus qu'elles sont dans les langues les langues, j'allais dire, vernaculaires et non pas en anglais. Donc, ça va être un gros handicap, bien sûr, pour les secteurs des sciences humaines. Alors, le contexte international, donc en macro-analyse, ça va être la subsistance aujourd'hui encore du modèle de Shanghai. Le modèle de Shanghai, la méthodologie du classement de Shanghai est fondée à environ 55 à 60% sur le Web of Science. C'est-à-dire, si vous prenez les critères du classement de Shanghai, il se réfère à cette base de données, le Web of Science, qui est seul et unique, agréé par l'OST et par la LOLF, Loi organique des lois de finances, qui, dans les programmes spécifiques, par exemple pour les universités, c'est le programme P150, pour les institutions qui sont rattachées à la thématique de l'environnement, ce sera le P187, pour les centres de recherche, notamment finalisés, qui sont concentrés sur le domaine de l'énergie, ce sera le P188. Dans tous les cas, eh bien, la LOLF va associer la base Thomson, donc Web of Science, à la conception des indicateurs et qui sont évidemment associés également à l'OST, c'est-à-dire l'Observatoire des sciences et des techniques, qui est cet organisme, ce GIP, à vocation interministérielle, qui a en charge la conception des indicateurs pour la recherche française.
Et donc, excellence et compétitivité. Donc, le contenant semble souvent, bon, j'ai mis semble, c'est un euphémisme, primer sur le contenu, hein, c'est-à-dire que le facteur d'impact va concerner la revue et non pas les articles. Et donc, vous connaissez tous la notion de facteur d'impact qui est contenue, donc la cotation des revues effectuée par Thomson dans la base symétrique du Web of Science dans le Journal Citation Reports. Et donc, on a une méthode des quartiles fondée sur les moyennes et non sur les médianes. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que dans le système de l'ISI, de l'Institute for Scientific Information, qui est, comment dire, auteur du Web of Science, les calculs sont fondés exclusivement sur les moyennes. Le rang A, la définition du rang A n'existe pas. Il n'y a aujourd'hui aucune, nulle part, définition fixe et universelle, enfin au moins au niveau français, de ce que l'on peut appeler le rang A. La méthode classique consiste à prendre le Web of Science, à l'intérieur du Journal Citation Reports, de prendre les subject categories. Il y en a 173 dans le domaine STM et 56 dans le domaine SHS. Et à l'intérieur de chacune des subject categories, vous examinez le nombre de revues qui ont été sélectionnées et vous divisez le nombre de ces revues en quartiles, hein, c'est-à-dire 4 fois 25%, et le premier quartile est lui-même divisé en 10%, une frange supérieure, 10% qui, en règle générale, correspond à ce qu'on peut appeler le rang A, et à une deuxième, comment dire, un deuxième quota qui est 15%, donc 10 plus 15 égale 25, et ce quota des 15% correspond en gros à la notion de rang B. Et on peut dire qu'au-delà du B, je ne dirais pas que ça ne vaut plus grand-chose, mais ça n'a plus véritablement la même valeur. Sachant qu'une revue peut évidemment émarger à plusieurs subject categories et qu'il faut donc faire des calculs répartis. Alors le problème, si vous voulez, c'est que ces quartiles aujourd'hui sont essentiellement dirigés par la moyenne, et la moyenne, ça consiste à prendre la valeur plafond, l'impact, le facteur d'impact plafond, et ce facteur d'impact plafond est souvent monopolisé par des journaux qui privilégient précisément des articles, disons, de synthèse ou des reviews qui ne sont pas des research articles proprement dit, et par conséquent cela fausse complètement la valeur. Il y a également des revues stratégiques comme Nature et Science dont le facteur d'impact est très élevé, et qui sont des revues où il est stratégiquement conseillé de publier une fois de temps en temps. Mais bon, voilà. Donc, si vous voulez, l'INRA, et particulièrement Marie-Hélène Magri de la station de Jouy-en-Josas en Île-de-France, a mis au point un système sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui est fondé sur les médianes et non pas sur les moyennes, et qui rétablit un petit peu, là, entre 4 guillemets, la vérité des choses. Le facteur H, qui est donc ce facteur qui va permettre de dire que sur un corpus de X publications, le facteur H équivaut au nombre de publications minimum qui obtient un nombre défini et plancher de citations, c'est-à-dire qu'un facteur de H de 20 correspond pour un corpus de X publications à au moins 20 articles qui sont cités au moins 20 fois. Voilà. Donc ça, c'est un facteur qui va favoriser le cumul arithmétique des publications sur le long terme, c'est-à-dire qu'un chercheur qui approche de l'âge de la retraite va avoir cumulé arithmétiquement un certain nombre de publications dont il sera parfois auteur principal et très souvent co-auteur n'ayant pas forcément mis la main à la pâte pour rédiger l'article. Et donc, effectivement, ce sont les problèmes qui sont liés au co-autorat, problèmes qui sont partiellement résolus par un certain nombre d'algorithmes en usage dans certaines communautés qui permettent de mettre en valeur le premier auteur qui assez souvent est le thésard, le deuxième qui assez souvent est son tuteur, et parfois dans le domaine biomédical le dernier auteur qui va être le chef de service, qui n'est pas forcément au courant d'ailleurs de ce qui est écrit dans l'article. Et donc vous avez un certain nombre de processus informatiques qui permettent de résoudre partiellement ces problèmes de co-autorat, où à partir du troisième auteur jusqu'à l'avant-dernier auteur, vous avez une espèce de no man's land qui n'est pas franchement très clair. Bon. Alors, événements de solution, je vais commencer par trouver les éléments de solution circonscrits au modèle en vigueur.
d'abord sur les contenus, réformer le système des quartiles. Donc c'est le système des indicateurs de notoriété de Marie-Hélène Magri, hein, qui se traduit sur le Web of Science de façon cosmétique par les box plots, hein, qui sont les boîtes à moustaches, qui vont permettre de déterminer à partir des médianes les revues qui sont prestigieuses et non pas les revues populaires. Qu'est-ce que c'est que les revues prestigieuses? Ce sont des revues qui sont fréquentées assidûment par les spécialistes, par les experts d'une discipline, et qui n'ont pas forcément un très gros facteur d'impact, mais qui sont vraiment les revues de fond, les revues intéressantes. Et vous avez les revues populaires dans lesquelles stratégiquement il est parfois intéressant de publier parce qu'il faut publier dans Nature et Science, c'est l'un des facteurs à raison de 20% dans le classement de Shanghai, mais ce n'est pas une nécessité. Donc vous avez ces notions qui sont développées par exemple par Bolen dans cette notion de journal status en 2006, mais antérieurement la différence entre hubs et authorities. Donc hubs, ça va effectivement concerner les revues populaires à très fort facteur d'impact, et les authorities, ce sont les revues prestigieuses, c'est-à-dire ce sont celles qui vont vraiment au fond du fond et qui sont fréquentées par la communauté de façon très spécialisée, mais qui ne bénéficient pas forcément de facteurs d'impact très élevés. Et donc effectivement, vous avez certaines revues comme The Lancet par exemple, qui est typique du domaine biomédical, qui a compris que les articles de type reviews étaient intéressants pour augmenter le facteur d'impact et qui injecte de plus en plus de reviews dans ses sommaires pour pouvoir accroître ce facteur. Alors, je rappelle, vous le savez tous, c'est une définition fondamentale. La review, ce n'est pas un texte qui rend compte d'une innovation élaborée en laboratoire, c'est plutôt l'état de l'art d'une question à un moment donné. On sait qui travaille au niveau international sur tel et tel sujet, quels sont les laboratoires qui sont en pointe, et vous avez à la fin une très grosse bibliographie qui, bien entendu, va être citée abondamment dans les paragraphes introductifs de la plupart des articles scientifiques. Et c'est la raison pour laquelle les articles de type reviews sont différenciés. Quand vous regardez le Journal Citation Reports, vous avez à la fin un tableau qui vous permet d'établir le ratio entre les research articles, c'est-à-dire je dirais les articles authentiques en quelque sorte, et les reviews. Et une revue prestigieuse sera un journal qui aura un taux maximum de research articles et parfois 0 reviews. Alors, développer le concept d'eigenfactor, c'est-à-dire à partir du PageRank qui était appliqué dans Google notamment, ne pas se contenter de la première couronne, c'est-à-dire ne pas se contenter de dire une revue, elle est citée par telle et telle revue. Mais aller plus loin et dire cette revue, elle est citée par telle revue, qui est elle-même citée par telle revue, qui est elle-même citée par telle revue, etc. Et faire en sorte qu'il y ait une traçabilité des citations qui permettent effectivement de dégager les revues prestigieuses par rapport aux revues populaires. Alors, sur les contenus, toujours, ajuster les classements. Alors ça, c'est très, très important, hein. Les cultures de publication et les cultures de citation varient d'un extrême à l'autre. Par exemple, entre les mathématiques et la biologie moléculaire, hein, vous avez tant en nombre d'articles rédigés qu'en nombre de citations. Les pratiques ne sont absolument pas identiques. Or, les facteurs d'impact aujourd'hui et l'EASY aujourd'hui mettent tout dans le même lot. Et il est évident que cela provoque des soubresauts assez importants. Et Denis Jérôme, co-rédacteur du rapport de l'Académie des sciences sur le bon usage de la bibliométrie, disait « Les matheux n'ont pas besoin de bibliométrie, ils la font eux-mêmes ». Et effectivement, ils constituent une cellule un petit peu à part. Hein, Muriel Lefebvre l'évoquait tout à l'heure. Ils ont cette base de données Mathematical Reviews qui a l'avantage de comporter beaucoup de recensions. Ce sont des gens qui publient relativement peu, mais quand ils publient, en général, ça a du poids parce qu'ils sont sous l'œil de la communauté qui les critique immédiatement et de façon assez forte. Différencier la littérature technique de la fondamentale académique à fort taux de citation, ça c'est très important. Vous avez énormément
Si on prend le cas de la France, des cliniciens qui vont écrire en langue française dans des revues médicales françaises et qui auront une diffusion très faible. Idem, par exemple, pour les psychologues cliniciens qui n'ont pas la pratique de la littérature académique et qui pourtant produisent une littérature extrêmement intéressante qui peut être utile sur le terrain par beaucoup de monde, mais qui sont complètement exclus des circuits habituels. Voilà. Sciences de l'ingénieur également. Sciences de l'ingénieur également, on en reviendra sur les institutions. Et accepter le français et l'allemand dans certaines disciplines appliquées spécialisées pour sortir des sentiers battus des modèles en vigueur. Toujours sur les contenus, assumer donc la plupart des préconisations du rapport de l'Académie des sciences de janvier 2011, qui est toujours disponible en accès libre, et qui reprend des observations anciennes. En 2011, en fait, on ne fait que reprendre des choses qui font partie d'une certaine omerta depuis une dizaine d'années. Les articles de Lawrence et Colquhoun dans Nature en 2003, et plus récemment, le rapport d'Yves Gingras de l'OST québécois de 2008, dont la plupart des préconisations sont reprises par l'Académie des sciences. Alors, généraliser le principe de Research Excellence Framework, qui est la nouvelle version du Research Assessment de la recherche britannique, Exercise, Research Assessment Exercise, qui donc ne veut pas prendre en compte le facteur d'impact d'un journal scientifique pour déterminer la qualité d'un résultat de recherche soumis à évaluation, ce qui se traduit par cette question: how will journal impact factors, rankings or lists or the perceived standing of publishers be used to inform the assessment of research outputs? Réponse: no subpanel will make any use of journal impact factors, rankings, lists or the perceived standing of publishers, etc. pour déterminer la qualité d'une publication. Alors cela peut faire allusion aussi pour les sciences humaines aux listes de l'ERIH reprises, enfin de la European Science Foundation reprise par l'ARS notamment. Voilà. Les institutions ont donc effectué un recadrage proportionnel entre grandes universités et écoles d'ingénieurs. Le classement de l'AID, que j'évoquerai par la suite, permet à un certain nombre d'écoles d'ingénieurs de remonter dans les classements de façon très sensible, parce que les facteurs d'analyse sont très différents. On retrouve cette sensibilité vis-à-vis de la médiane et non pas de la moyenne. Donc, classement respectueux des différences entre disciplines, taille d'établissement, culture de publication. Donc, le classement LAID qui met en valeur ce qu'on appelle le Field Citation Score, qui tient compte des différentes cultures qui existent entre les différentes disciplines et qui va permettre de publier plusieurs tableaux en fonction des paramètres que l'on va déterminer. Donc, l'objectif, c'est de comparer pour caractériser. Le mot caractérisation est un mot qui prend de plus en plus de sens aujourd'hui pour mieux se situer. Alors, en ce qui concerne les auteurs, si le facteur H subsiste, il faut impérativement bannir son usage pour les jeunes chercheurs. Avant 35 ans, un facteur H ne signifie absolument rien. Voir le rapport de l'Académie de janvier 2011. Ce qui est amusant, c'est que dans l'éditorial des PNES du 14 décembre 2010, il y avait déjà cette recommandation de ne pas utiliser le facteur H, et notamment pour les jeunes chercheurs. Substituer autant que possible le facteur G. Alors, le facteur G est calculé comme le plus grand nombre G, tel que le nombre G de publications les plus citées ont reçu au moins G citations au carré. C'est-à-dire que sur un ensemble d'articles, on va considérer qu'un facteur G de 10 correspond à un plancher de 10 publications citées au moins 100 fois. Et ce facteur, qui a été proposé par Léo Egg d'Anvers en 2006, bon, moi, chaque fois que j'en parlais, ça faisait sourire. Et puis, Denis Jérôme, dans son rapport de l'Académie, a mis en avant le facteur G. Donc, j'ai été un petit peu soulagé parce que ça permet de valoriser les articles cités au moins 10 ans après leur publication. Et Yves Langevin, qui est le patron de la section 17 du CNRS, Planétologie et Univers lointain, reprend cette notion-là. Il dit les articles qui ont du sens et de la valeur, ce sont ceux qui sont toujours cités au moins 10 ans après leur publication. Et donc, pour faire bonne mesure, eh bien, le rapport de l'Académie propose de diviser le facteur G par le facteur H. Et pour cela, il y a un petit logiciel gratuit qui a été mis au point par Pasquier, qui est physicien au labo de physique des solides d'Orsay, et qui vous permet de faire ce calcul.
Alors, la section 17 a mis au point un système qui permet de minorer la bibliométrie. La bibliométrie est découpée en 14 colonnes en fonction de la position de l'auteur, du nombre de citations normalisées, c'est-à-dire divisé par le nombre de co-auteurs. Vous avez également, pour Yves Langevin, un point qui est très important, c'est le nombre d'articles qui vous cite. Ce n'est pas le nombre de citations, c'est le nombre d'articles qui vous cite, et ça permet de voir, disons, quelle est la valeur réelle ou supposée de l'auteur. Alors, toujours là, dans les solutions circonscrites au modèle en vigueur, le référentiel ARS 2012 nous mentionne un grand nombre d'items qui sont très variés parmi ce qu'il détermine comme les faits observables. Nous ne sommes plus dans le rang A, nous sommes dans un certain nombre de manifestations de travail effectif. Les gens travaillent, ils font des choses, et ces choses ne sont pas seulement les publications de rang A, ce sont aussi, c'est tout ce que vous voyez là, logiciels, outils conceptuels, modèles pour l'aide à la décision, brevets, licences, pilotes, prototypes, procédés, méthodes, savoir-faire, très important, glossaire, base de données, enfin je vous laisse lire, il y a énormément de choses. Là, c'est plutôt orienté lettres et sciences humaines, hein, mais c'est aussi fonds documentaires propres mis à disposition, numérisation, conférences, débats, salons, formation pour les professionnels, etc. etc. Et tout ceci rentre en ligne de compte dans le formulaire RIBAC, hein, recueil d'informations pour un observatoire des activités des chercheurs en SHS, qui a été initié par l'Institut national SHS du CNRS, qui est pionnier dans ce domaine, pour mettre en valeur ce que l'on appelle la caractérisation. Caractériser une unité de recherche pour pouvoir se comparer aux autres et évoluer, et non pas être seulement jugé sur des facteurs purement quantitatifs. Et donc, ce formulaire a été conçu pour décrire par le menu toutes les compétences, quelles qu'elles soient, du chercheur. Donc, pour l'instant, ça recense en plus les outils qu'utilise le chercheur. Et ceci, pour l'instant, a une vocation au départ limitée au SHS, mais peut parfaitement être conçu comme étendu à d'autres secteurs disciplinaires. Alors, une autre rubrique que j'ai intitulée Utopie et réalisme, c'est le problème de la Blue Sky Research. Tout à l'heure, on a évoqué Einstein. Einstein, aujourd'hui, ne pourrait pas faire le travail qu'il avait fait auparavant. Et donc, on met ici, en exergue une citation de Feynman, « Science is the belief in the ignorance of experts ». Et là, effectivement, nous avions fait venir à Toulouse en 2006 Donald Braben, qui est un physicien qui est maintenant émérite au University College de Londres, et qui s'était vu offert par BP l'opportunité de créer une cellule destinée à financer des chercheurs qui propose un concept prometteur, mais qui est simultanément à haut risque d'échec. C'est-à-dire, la Blue Skies Research, c'est faire effectivement une recherche sur une idée qu'un certain nombre d'experts jugent très intéressante, mais qui est effectivement à haut risque d'échec, et donc accepter de financer, quitte à ce qu'il y ait un échec au bout. Hein, voilà. Et donc, ceci a duré pendant 10 ans. BP a mis un terme à cette opération. Mais, et donc, Braben critiquait le peer reviewing en disant qu'effectivement, il y a cette façon de revenir sur ce qui existe déjà, ce dont on est sûr. Et donc, le peer reviewing peut être, à certains égards, complice du financement de recherche insuffisamment original et trop confortable. C'est-à-dire qu'on prend un minimum de risques et, effectivement, on va s'inscrire dans un certain cadre qui permet de ne pas se casser la figure. Alors qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de mettre en avant la culture de l'erreur. Qu'est-ce que c'est que l'erreur? C'est n'allez pas au fond du couloir, la porte est fermée. Et bien, quand vous dites ça, eh bien, vous rendez service à la communauté. C'est très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on commence à constituer des bases de données d'erreurs et d'articles d'erreurs. Voilà, tout simplement. Et c'est parce que l'erreur est quelque chose qui est très important dans le sens de l'honnêteté intellectuelle et de l'évolution de la science. Voilà. Et donc, la BP's Venture Research a financé 26 projets sur 10 ans, dont 14 sont jugés fondamentalement innovants par Braben. Donc, il y a une liste sur son site. Opération interrompue en 90. Alors, il a travaillé avec le US National Science Board's Task Force, qui est fondée sur la Transformative Research,
qui est effectivement ça, c'est-à-dire la recherche à haut risque, capacity to revolutionize existing fields, create new subfields, cause paradigm shifts, donc des changements notables, paradigmatiques, et qui s'appuie sur la NSF depuis 2004. Et c'est un modèle déjà ancien, puisqu'il y avait chez Lockheed Martin, qui est l'équipementier de l'armée de l'air américaine, ce qu'on appelait les Skunk Works. Les skunks, c'est le putois, c'est-à-dire c'était des groupes auxquels qu'on laissait en paix, parce que le putois, il sent très mauvais, donc on ne va pas trop les approcher. Et ce sont des gens qui recevaient des sommes d'argent assez considérables pour mettre au point des concepts tout à fait nouveaux dans le cadre de la recherche appliquée au service de l'aéronautique et de tout ce qui est équipement militaire. Voilà. Et ça existait depuis 1943. Effectivement, ce sont des modèles, si vous voulez, qui ont été, se sont beaucoup appuyés sur les infrastructures militaires. Ouais, ok. Alors, on ralentit hein, avec la slow science. Donc, la slow science est partie d'un courrier donc, de la biochimiste australienne Lisa Aleva dans Nature. Following the lead of the slow food, par opposition à fast food, I suggest to adopt a philosophy of slow science. Et donc, qui consiste effectivement à prendre du recul. Hein, ça s'est soldé par le manifeste de la slow science à Berlin en 2010. Prendre du recul, prendre du temps pour ne pas précipiter les résultats, effectuer un contrôle sur les résultats des tiers. Alors, effectivement, le FAST a pour conséquence ce que Eric a mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire le nombre de retraits très important dans Nature et Science. Hein, vous voyez, depuis 2001, le nombre d'articles publiés a cru de 44% et les articles ayant fait l'objet de rétractation multipliés par 15. Et donc, c'est quelque chose qui commence à miner Nature et Science, hein, qui sont des revues dans lesquelles il convient stratégiquement de publier. Et il y a effectivement une prix Nobel de bio américaine qui a été compromise dans ce type de retrait. Elle n'a pas porté le chapeau. Celui qui a porté le chapeau, c'est un postdoc chinois qui a accepté de signer le premier formulaire de retrait de Nature, qui a refusé de signer le deuxième formulaire de Science et qui est rentré chez lui en Chine sans laisser d'adresse. Donc le thésard est le premier auteur cité, mais souvent il encaisse un certain nombre de problèmes. Et la directrice du laboratoire n'a eu, elle, aucune difficulté. Alors, quel espace pour la recherche ? C'est être un peu ma conclusion. Entre permissivité et psychorigidité, permissivité, bon, il ne faut pas non plus, faire preuve d'un laxisme excessif parce que la science perd à ce moment-là toute crédibilité. Donc le mouvement slow science, c'est très bien, mais il faut savoir aussi en fixer les balises. Hein, il ne faut pas non plus faire de démagogie. Et la psychorigidité, c'est celle que nous vivons dans le système actuel avec tous ces biais et ces travers. Donc, quel équilibre trouver dans la planification et la programmation, hein, ça commence dans l'élaboration d'un contrat, la contractualisation, effectivement, l'élaboration, la transmission, la vérification externe, hein, l'évaluation, hein, vérification externe, c'est le slow science, l'évaluation, la diffusion, l'exploitation des faits observables. Je pense que ce terme fait observable hein, peut, à certains égards, se substituer de façon équilibrée et acceptable au terme publication, c'est-à-dire ce qui est rendu public. Voilà, c'est-à-dire pour montrer effectivement le travail qui a été effectué. Alors, quel espace ? Donc, le système actuel profite prioritairement au secteur biomédical, hein, qui est toujours en tête dans les facteurs d'impact. Les SHS sont les plus durement touchés, et particulièrement les LSH, lettres et sciences humaines, tant au motif du support de l'information, on l'a vu en introduction, qu'à celui des langues qui la véhiculent. Et donc, effectivement, vu qu'il y a un très vaste chantier qui s'ouvre pour les SHS, c'est peut-être là qu'il faut essayer de faire des expériences qui peuvent profiter à l'ensemble des disciplines et donc en dehors du territoire spécifique au SHS. Voilà. Et donc, en conclusion, hein, passer de la rhétorique à la pratique. Qu'est-ce que c'est que la rhétorique ? C'est tout ce que nous avons dit, ce sont des paroles. Hein. C'est le rapport de l'Académie des sciences, c'est les remarques, les observations d'un certain nombre de chercheurs, mais ce ne sont pas les faits. Et aujourd'hui, nous sommes toujours face à cette problématique et c'est l'affaire de la communauté. Bon, c'est une conclusion qui est
à la fois bien pensante et un peu facile, je dirais. C'est la fin d'un épisode parce qu'il faut souhaiter qu'il y ait d'autres épisodes qui permettent de faire évoluer la chose, sachant qu'encore une fois, il faut échapper au laxisme et à la démagogie d'une part, mais aussi à la psychorigidité et parfois, il faut le dire, à la malhonnêteté intellectuelle. Je vous remercie. Tu évoquais la séparation entre, je dirais, la science fondamentale et puis les autres, l'ingénierie et moi, je dirais que ça m'interroge dans le sens où la créativité est difficile à définir. Qu'est-ce que c'est que la créativité? Qu'est-ce que c'est que l'innovation? Et je voudrais savoir ce que tu en penses de cette séparation entre les... Alors, la séparation, en fait, elle se rapporte à un concept très précis qui est le classement de Leyde. Et le classement de Leyde a voulu rendre justice à des écoles d'ingénieurs et à des écoles de sciences appliquées dont les pratiques de publication ne sont pas du tout proportionnelles à celles de secteurs plus fondamentaux et plus académiques, je dirais. Et c'est un petit peu pour rendre justice à ces laboratoires qui travaillent dans des structures qui ne sont pas des très grandes universités, qui n'ont pas l'aura des universités. Quand je dis très grandes universités, ce n'est pas sur le plan des effectifs. Ça l'est aussi. Les grandes universités sont pluridisciplinaires. Elles ont donc plus de chances de monter dans les classements, etc. Alors qu'une école d'ingénieurs spécialisée sera monodisciplinaire, sera monolithique, sera très circonscrite et aura des pratiques d'écriture qui seront pas du tout les mêmes. Elle s'orientera beaucoup plus, par exemple, vers le brevet. Il faut rappeler que pour l'Observatoire des sciences et des techniques, il y a 3 piliers fondamentaux qui vont permettre à une institution d'être financée dans des conditions optimales. Le premier, c'est les publications, et autant que possible, bien entendu, de rang A. La deuxième, c'est le dépôt de brevet, qui est très important et qui est de plus en plus important, et qui va générer une certaine schizophrénie chez le chercheur, parce que tant que vous préparez un brevet, vous êtes tenu au silence absolu sur ce que vous faites, et en même temps on vous demande de publier. Donc ça implique des stratégies d'écriture qui sont un peu particulières. Et le troisième pilier, c'est la participation quasi obligée à des PCRD, c'est-à-dire programme cadre de recherche et développement de l'Union européenne. Donc quand vous remplissez ces 3 conditions, eh bien voilà. Et c'est vrai que les écoles d'ingénieurs ou les centres d'ingénieurs, comme je pense à l'école de Lausanne par exemple, l'école polytechnique de Lausanne qui est vraiment au top du top au niveau européen, eh bien c'est le brevet qui va être privilégié, ce qui n'empêche pas, bien entendu, de publier des articles par ailleurs. Mais c'est pour différencier les cultures. Voilà, c'est ça, surtout.